s'est pas déjà vu quelque part? Putain de merde. Bah vas-y, fais comme chez toi. Je suis chez moi. Et ça fait combien de temps que tu es atterri ici? Depuis le début de tout ce bordel, donc bon, environ 10 ans. Ça explique l'odeur. Non, on s'en fout de l'odeur. Dis-moi juste où t'as trouvé ça. Pourquoi? Parce que tu viens peut-être de sauver des vies. Hein? Non mais assis-toi. On va commencer par le commencement. Chers spectateurs, il est temps de vous expliquer ce qui se passe réellement dans notre monde actuel. Voilà maintenant 10 ans que l'apocalypse est arrivé. Et parmi tous les rescapés dont je fais partie, nous tentons tous de survivre selon nos propres manières. Les films post-apocalyptiques de votre époque présentaient des situations que nous avons connues récemment, moi et ce cher monsieur ici présent. Mais attention mesdames et messieurs, il existe une prophétie. Oh non putain, t'avais pas quelque chose de plus original? Attends, laisse-moi finir. Au total, 13 films post-apocalyptiques se sont divisés en 13 bobines de pellicules respectives, et ces dernières se sont répandues à travers le monde au fur et à mesure des années. Et la prophétie annonce que si un fan de post-apo lambda retrouve et analyse ces 13 pellicules de films post-apocalyptiques, il aura le pouvoir de retourner dans le passé afin d'avertir les gens de ce qui va leur arriver. C'est curieux, on dirait un mélange entre Dragon Ball et l'armée des 12 singes. Tout juste. La différence déjà, c'est qu'il n'y a pas de dragon invoqué, parce qu'on n'a pas le budget, mais en plus de ça, on ne recherche pas 7 boules de cristal, mais 13 bobines de pellicules de films post-apocalyptiques. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Post-Pellicule. Admettons. Quel est le film sur cette bobine? La Route, le titre original étant The Road. Épargne-moi cet accent franglais merdique et va à l'essentiel. La Route, film post-apocalyptique sorti en 2009 et réalisé par John Alcott, un cinéaste australien qui s'est fait remarquer en 1988 en sortant son premier long-métrage Ghost of the Civil Dead, un film portant sur la vie quotidienne d'individus incarcérés au sein d'une prison australienne de haute sécurité. Dès son premier film, John pose déjà les jalons de son style cinématographique. Violence, tension, crade, voyeurisme, bref. Il passera ensuite une grosse partie de sa carrière à faire des films sur divers artistes musicaux. Mais c'est en 2005 qu'il réalisera son deuxième long métrage, The Proposition, un excellent western qui met en scène Guy Pearce dans le rôle de Charlie Burns qui se retrouve contraint sous la pression du capitaine Stanley de devoir retrouver son frère aîné Arthur planté dans les montagnes afin de sauver la vie de son frère Mike. Vous avez compris quelque chose, vous? Ce western, qualifié de crépusculaire par bon nombre de critiques, se démarque par une esthétique de toute beauté, nous offrant ainsi de somptueux décors naturels de l'ouest sauvage australien, un John Hurt déjanté et quelques magnifiques plans phalliques. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Guy Pearce deviendra un acteur récurrent dans les futures réalisations de Monsieur Alcott, puisqu'on le retrouvera notamment dans La Route, ainsi que dans l'excellentissime Lawless, aux côtés de Tom Hardy, Gary Oldman, Jessica Chastain et Shia LaBeouf, rien de ça. Tu me donnes envie d'une côte de bœuf. La Route, donc, est une adaptation du roman original de Cormac McCarthy. Ce dernier fait évoluer un père et son jeune fils dans un contexte d'apocalypse total, puisque, comme vous pouvez le constater, le monde a été totalement ravagé. Pas de végétation, de la poussière à foison, l'absence de nourriture et des décors brûlés font le quotidien de cette relation entre le père et son fils. Le petit étant d'ailleurs joué par Claudie Smith, démerdez-vous. Avec Viggo Mortensen à ses côtés comme paternel. Pour ce qui concerne la qualité du film en tant qu'adaptation du livre, on verra ça à la fin de cette vidéo. Analysons d'abord le film en tant que produit final. Pendant une grosse partie du film, on suivra ce duo dont l'objectif qu'ils se sont fixés tiendra en 2 lignes de dialogue. On descend toujours vers le sud. Bien sûr. Clair, net, précis. Et au moins ils perdent pas le nord. Hélas pour eux, leur périple sur la route sera agrémenté de situations de fuite contre des groupes armés cannibales, des arbres qui tombent, des coups de chance et moult flashbacks présentant la femme de Viggo incarnée par une Charlize Theron, hélas bien trop sous-exploitée. Mais chaque chose en son temps. Qu'en est-il du film en lui-même? Première chose à dire, c'est beau putain. Regardez-moi ces plans, ils sont d'une beauté. Le film jouit d'une esthétique vraiment fascinante, privilégiant des plans larges qui présentent des décors dont leur beauté relève justement de leur mocheté. Ça va, t'es pas trop compliqué comme gars. On appelle ça une antithèse, tête de con. C'est sale, c'est crade, c'est gris. Le film se rapprocherait presque du noir et blanc par moments.
Et le pire, c'est que plus on avance dans le film, plus ce dernier nous remue les tripes. Toujours plus violent, choquant et parfois flippant, on nous dépeint un constat glaçant de ce qui est devenu notre triste humanité. Toujours avec une esthétique sombre, le quotidien de notre très cher Vilo se révèle cauchemardesque au possible. Le duo ne cesse de vivre des situations dangereuses, parfois un jour les gentils et par certains moments les méchants. C'est là l'une des forces du film, on s'attache à un personnage qui ne vaut pas forcément mieux que la plupart des cannibales qu'il rencontre durant son périple. Et ce quotidien se retrouve moralement aggravé par toutes les caractéristiques communes d'un monde post-apo. Magasin vide, des chaussures d'occasion et un petit placement de produit dont la justification scénaristique est l'une des meilleures que j'ai pu voir au cinéma. Même si cette scène est présente dans le bouquin. Je crois qu'on n'a pas la même définition de cauchemardesque. Putain, mais t'as fini de me couper la parole? Bah en même temps, faudrait que tu t'actives. C'est vrai quoi, après tout, le film n'est pas exempt de défauts. Il a beaucoup de longueur, la présence de Charlize Theron dans les flashbacks de l'ancienne vie de Viggo n'est là que pour assurer une bonne distribution, et on peut regretter d'ailleurs une évolution psychologique un peu trop rapide du personnage de Viggo Mortensen, qui fait le deuil de sa femme en même pas 30 minutes de film. Le môme est par ailleurs assez chiant également. Mais, pour les fans de post-apocalyptique, ces derniers sont quand même largement servis. Les personnages du film rencontrent une difficulté extrême à trouver de la nourriture. Ajoutez à cela l'omniprésence du cannibalisme qui les met en danger quels que soient les endroits où ils se trouvent, et vous obtenez une ambiance angoissante qui ne vous quitte pas durant tout le visionnage. De plus, on a également un traitement du sommeil très intéressant, un autre besoin vital de notre corps qui possède une grande place dans ce film, puisque c'est le seul moment où ils peuvent réellement s'évader. Encore une fois, les flashbacks démontrent bien cela puisqu'ils interviennent justement dans les rêves du padré. Y a un truc qui me chiffonne dans ce que tu viens de dire. Le gosse est chiant? Bah... Allez, viens. Non. Arrête. Mais c'est le but! C'est vrai quoi, le gamin est né dans ce merdier, il n'a jamais connu le monde avant l'apocalypse, il n'a même jamais vu la mer, tout ce qui l'entoure est inconnu pour lui, donc forcément qu'il se doit d'être chiant. C'est l'incarnation même du Candide par excellence, en plein voyage initiatique. Je vais juste rapidement vous donner la définition du voyage initiatique, hein. Non pas que je vous prenne pour des demeurés. Assume, espèce d'en... Le voyage initiatique est une série d'embûches auxquelles est confronté un jeune homme ou une jeune femme durant son voyage, ce dernier l'amenant à vivre de nombreux imprévus et des situations nouvelles, censées le faire gagner en maturité et le faire ainsi passer de jeune homme au stade d'adulte. C'est un procédé très récurrent au cinéma. Et pour ce qui concerne Mioche... désolé de te dire ça, mais la séquence que tu as utilisée n'est pas pertinente. Oh, toi, je sens que tu vas vite me prendre la tête. Voilà pourquoi il réagit comme ça. Ça vous semble pas logique, étant donné qu'il n'a jamais vu d'autres enfants au cours de sa vie? Le gosse est en perpétuelle évolution durant tout le long métrage. La moindre des actions exécutées par son père lui enseigne ce qu'il devra faire quand ce dernier le quittera. Croyez-moi, les films où un père apprend à son gosse comment se suicider, il y en a pas des masses. C'est une autre preuve qu'ils sont vraiment au bout du rouleau. Et comme si ça suffisait pas... Comme quoi, les voyages initiatiques ne se terminent pas toujours de manière idyllique. C'est beau. Merci. Même si j'ai jamais été très doué en poésie, mais... Non, mais je parlais pas de ta rime, hein. Ah bon? Non, je parlais de l'idée finale de ta phrase. Je crois que tu viens de mettre le doigt sur la raison de pourquoi vous devez voir ce film. C'est vrai? Ouais! Ce film est l'incarnation même du désespoir, il est triste à en crever. Et c'est là que John Hillcoat a cartonné dans la réalisation de ce long métrage. Toutes les situations connues par les personnages ne sont là que pour montrer à quel point ils sont condamnés d'avance. En particulier les péripéties qui sont censées leur redonner de l'espoir. Prenez cette séquence par exemple où notre duo vient tout juste, au miracle, de trouver un bunker rempli de bouffe. De l'espoir, vous dites? Flippant, pas vrai? Un scarabée qui vole alors que tous les animaux sont censés être morts? Baisse-toi. Toutes les situations sont désespérantes, même la fin cache un message bien plus sombre que prévu. Attention, banderole, spoiler! Je porte le feu. Et je peux venir avec vous? Ouais, allez, viens. Attendez! Pendant tout le film, ils galèrent comme pas possible pour trouver de quoi se nourrir, alors qu'ils sont que deux, et on va me faire croire que ce mec va réussir à la fois à nourrir lui-même, sa femme, ses mioches, son nouveau gosse adoptif et même son clébard. Moi je te le dis, il y a du cannibalisme là-dessous. Alors, vous mangez pas les gens? Non, on mange pas les gens. Ah! Bon bah... s'il le dit, oui, ça doit être vrai. La Route est une véritable référence filmique du post-apocalyptique, un film triste au possible qui ne vous laissera pas indifférent.
Toutefois, on vous le déconseille vivement si vous êtes du genre dépressif. Bah, à ce stade de la vidéo, cela devrait vous paraître logique. Au fait, t'étais pas censé parler du bouquin, toi? Si! Putain, comment j'ai fait pour plus y penser? Vous avez déjà forcément entendu quelqu'un dire à un moment donné dans votre vie que si vous avez aimé tel ou tel film, il faut que vous lisiez le livre dont il est adapté. Dans la très grosse majorité des cas, le livre est drastiquement meilleur. Ce qui n'est pas étonnant car adapter des pavés en 2 heures de film, c'est un défi particulièrement compliqué. Mais pour La Route, c'est une autre histoire. Il faut que vous ayez lu le livre avant de visionner le film. Légitimement, certains vous diront que c'est une mauvaise idée, car vous seriez forcément déçu du résultat du film par rapport à l'histoire que vous seriez faite en lisant le roman. Sauf qu'ils ont tort. Soyez sûr d'une chose, si une personne clame haut et fort en place publique que La Route est bourrée de longueur, c'est qu'il n'a tout simplement pas lu le bouquin. Ce dernier comporte des descriptions de décors post-apo à la fois saisissantes et glaçantes, qui ne laissent personne indifférent. Et les plans contemplatifs du long métrage rendent véritablement un hommage au travail de Cormac McCarthy. Les grandes thématiques du livre sont respectées à la lettre, telles que l'amour du père pour son fils qui permet au padré de rester en vie. Cet amour peut être compris par absolument tout le monde. Peu importe vos croyances, votre religion, vos origines et autres facteurs utilisés pour différencier entre eux les êtres humains, vous ne serez pas insensible à cet amour qui a été parfaitement transposé dans le film. Et pour appuyer mes propos, vous êtes prêts pour un petit orgasme? Et ça veut dire quoi sur ton accent de merde? C'est de l'anglais. J'avais compris. Vous êtes prêts pour un orgasme auditif? Quand il fit assez clair pour se servir des jumelles, il inspecta la vallée au-dessous, les contours de toute chose s'estompant dans la pénombre, la cendre molle tournoyant au-dessus du macadam en tourbillon à contrôler. Il examinait attentivement ce qu'il pouvait voir, les tronçons de route là-bas entre les arbres morts, cherchant n'importe quoi qui eût une couleur, n'importe quel mouvement, n'importe quelle trace de fumée s'élevant d'un feu. Il abaissa les jumelles et ôta le masque de coton qu'il portait sur son visage et s'essuya le nez du revers du poignet et reprit son inspection. Puis, il resta simplement assis avec les jumelles, à regarder le jour gris cendre se figer sur les terres alentours. Il ne savait qu'une chose, que l'enfant était son garant. Il dit, s'il n'est pas la parole de Dieu, Dieu n'a jamais parlé. C'est ça le secret de La Route. Il faut avoir lu le livre pour pouvoir pleinement apprécier les longueurs du film. Ah, attends. Pourquoi tu lances la fin? Je me pose encore une question, moi. Comment tu comptes récupérer les autres véhicules? Ah bah, c'est du tout vu. C'est toi qui vas me les ramener. Et pourquoi c'est pas toi qui ferais le sale boulot? Mais parce que je suis une fiotte? Ouais, c'est pas faux. Attends, j'ai des choses qui pourraient t'aider. Regarde cette carte. Elle indique l'emplacement exact de chacune des pellicules dans le monde, dans un rayon de 300 km. Pourquoi 300? Bah parce que c'est écrit dans le script. Bon. Surtout, reste planqué jusqu'à mon retour. Remarque, tu m'as l'air d'être très doué pour ça. Hein. Et n'oublie pas, l'avenir de l'humanité dépend de toi.